Je veux laisser parler mon cœur. Bonjour Alain Juppé. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est le livre que vous publiez sur Jacques Chirac, et cette phrase, c'est celle que vous mettez en exergue de ce livre. Mon Chirac, une amitié singulière. Il a accompagné toute votre vie politique, et vous le dites d'ailleurs. Depuis le début, depuis 1976, date à laquelle je l'ai connu, je l'ai rencontré. Je n'étais pas engagé en politique avant. C'est à ce moment-là que ma carrière a commencé, si je puis dire, jusqu'à l'extrême fin, puisque j'étais à son chevet quelques jours à peine avant sa mort. Oui, c'était le 20 septembre 2019. Vous étiez à son chevet, il respirait, il ne vous voyait plus. J'étais resté seul, Claude Chirac m'avait laissé seul avec lui. On ne pouvait pas parler, naturellement, puisqu'il était déjà parti, ou à moitié parti. Et j'écoutais cette respiration, je le dis à la fin de mon livre, qui me rappelait un autre épisode de ma vie, le moment que j'avais passé au chevet de mon père aussi, qui était un peu dans la même situation. Voilà, donc j'ai écrit cette lettre, qui est un document personnel, effectivement. Je m'adresse directement à Jacques Chirac, que j'ai continué, moi, à vous voyer ou à vous soyer, je ne sais plus très bien comment on dit, tout au long de notre vie, tout simplement parce que quand je l'ai connu, il était Premier ministre et j'étais modeste conseiller technique à son cabinet. Donc un conseiller technique ne tutoie pas le Premier ministre. Et on a gardé cette habitude qui est peu fréquente dans la vie politique. Oui, oui. Vous dites vous-même, je ne faisais pas partie du premier cercle de cette intimité familiale, mais néanmoins, vous étiez toujours présent. C'est-à-dire qu'il avait une confiance en vous totale. Jacques Chirac était, quel mot utiliser, pudique, disons. Il avait une forme de pudeur personnelle. Et c'est vrai qu'il protégeait son cercle de famille, donc je n'étais pas intime de la famille. En revanche, j'avais avec lui une relation très directe et qui a duré, je l'ai dit, près de 40 ans. Et donc nous nous sommes vus à de très nombreuses reprises, parfois quotidiennement. Et cela crée cette relation de confiance. Je crois que quand je parle d'une amitié singulière, c'est cela que je veux dire. Et c'est assez exceptionnel parce que entre un président de la République et son Premier ministre, il y a beaucoup d'exemples où la confiance ne va pas jusqu'au bout. Chez nous, entre nous, elle est restée durable. Ce qui vous permet presque, et vous le dites, je le dis, un couple. Vous formez un couple politique. Je dis un couple politique, naturellement. Bien oui, parce que voilà, il y a eu cette proximité, cette confiance réciproque. Il m'a donné toutes mes chances et j'ai le sentiment de lui avoir apporté aussi une grande partie de mon énergie, peut-être de mes compétences, si j'en avais. Oui, oui. On est en 1976, vous avez 31 ans, la première fois où vous le rencontrez. Vous ne savez pas à ce moment-là que quelque part votre destin va être attaché à cet homme qui a une force, un appétit tout court d'ailleurs, mais qui a une force de vie. Ce qui me frappe quand je le rencontre pour la première fois, c'est sa présence. Il avait une stature, j'ai lu je ne sais où, qui faisait 1m89. Enfin, donc il était grand, fort, et sa présence s'imposait. Et puis vous évoquez son appétit quand je l'accompagnais parfois en déplacement, souvent en déplacement. Alors il sortait de ses soutes, si je puis dire, son sandwich. Son sandwich, c'était une baguette entière. Et il me disait, allez Alain, prenez le sandwich. Le premier, j'y arrivais. Le deuxième, je calais. Oui. Et il vous entraînait dans les foires à savoir comment on verse son verre de vin dans les pots de fleurs. C'est la visite vraiment emblématique du salon de l'agriculture. Il est passé la journée entière, des heures et des heures. Et évidemment, tout le monde allait à sa rencontre. On l'invitait à lever son verre pour les différentes productions du terroir français qui sont nombreuses. Et donc, je le voyais de temps en temps verser le verre dans les plantes vertes. J'essayais de faire la même chose. Ouais, 2 cassolettes de cassoulet, l'une derrière l'autre. C'était dans le 18e arrondissement. Et piquer celle du voisin. Hein. Je me souviens très bien de cet épisode. C'était dans le 18e arrondissement, au cours d'une campagne municipale. Il était au restaurant. Il avait à côté de lui une jeune femme qui calait devant, là aussi, la cassolette de cassoulet. Il a pris les deux. Il a expédié ça avec beaucoup de rigueur. Malheureusement, de vigueur, je veux dire. Malheureusement, à la fin de ses jours, il avait perdu un peu de cet appétit légendaire. Oui, ce livre est extraordinaire parce qu'il vous raconte aussi, Alain Juppé. Vous le dites aussi pudique, comme Chirac l'était aussi. Bon, on a dit que j'étais froid. Bon. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne crois pas. J'ai essayé d'exprimer ma sensibilité dans ce livre aussi. Ben, c'est vrai que nous étions tous les deux réservés. Et très souvent, on n'avait pas besoin d'exprimer les choses pour les comprendre très spontanément, parce que cette empathie entre nous était très forte et très profonde. Oui, lui, il dit les emmerdements volent en escadrille. J'ai fait il a ce langage vert qui est
ces expressions. Il surnomme Simone Veil Poussinette. Oui, ça c'est affectueux. Et il avait avec elle une vraie relation de respect et d'amitié. Il l'a soutenue beaucoup dans son combat du temps où Giscard était président de la République pour la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. On voit cette affiche, regardez vivement demain, là, vous en parlez d'ailleurs dans le livre, on vous voit avec les cravates au vent, vous êtes à côté de Jacques Chirac. Ça c'était la campagne, si je me souviens bien, des législatives de 86. Et donc, on avait décidé, pour montrer notre dynamisme, de tomber la veste et de faire voler la cravate. Et on a fait cette photo en Corrèze. On était au sommet d'une petite colline, il fallait dévaler la colline, remonter, redescendre. Le plus piquant, si je puis dire, c'est que quand on a demandé à Édouard Balladur de faire la même chose. Oui, vous dites qu'il a fait ça en studio avec un ventilateur pour faire voltiger la cravate, c'est vrai ? C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Bon, vous le dites. Hein. Oh, oui, c'est alors, quand vous arrivez à Matignon, il vous appelle, évidemment, lorsqu'il est président. Vous dites « je n'étais pas préparé ». Et lui, quelque part, il y aura toujours sa confiance pour vous. Quand j'ai dit que j'étais pas préparé, que je n'étais pas préparé, c'est vrai et faux à la fois. J'avais quand même derrière moi un certain nombre d'années d'expérience politique, au Quai d'Orsay notamment, ou d'expérience dans la vie politique nationale, au RPR, dont j'ai été un des dirigeants pendant des années. En revanche, au premier semestre de l'année 95, la France exerçait la présidence de l'Union européenne. Et donc j'étais totalement investi dans mon travail de ministre des Affaires étrangères. Et c'est vrai que je n'avais pas pensé à mon discours d'investiture dont la rédaction m'a causé beaucoup de souffrance. Oui, un gouvernement, vous dites vous-même une armée mexicaine, vous avez, tout ce que vous auriez voulu. Tous les gouvernements partent avec des intentions de gouvernement resserré et puis on termine toujours à 40 ministres. L'histoire des jupettes, tout ça c'est dans le livre. Mais alors, il y a quelque chose que vous dites très clairement sur Jacques Chirac. Il refusait le compromis avec l'extrême droite. Et vous racontez comment Pasqua, Balladur, venait lui dire il faut rencontrer Jean-Marie Le Pen, il faut s'entendre. Et non, c'était non. Au-delà de notre histoire personnelle, dont je parle avec beaucoup d'émotion, je pense que ce qui m'intéresse aussi, c'est de montrer quels sont les messages de Chirac qui restent valables pour l'avenir. Il y a notamment sa lutte constante contre l'antisémitisme, contre le racisme, et donc le refus de toute compromission avec le Front National de Jean-Marie Le Pen. Ça nous a coûté cher aux élections de 97 que nous avons perdues. Il y a eu, je crois, une quarantaine de quadrangulaires au deuxième tour, ce qui nous a fait perdre. Donc vous voyez que là-dessus, il en a assumé le prix politique, mais c'était sa conviction profonde. Et c'est un des messages qui reste aujourd'hui plus que jamais valable. Il y en a d'autres. Aujourd'hui, on voit que son interpellation bien connue, la maison brûle, est plus que jamais d'actualité. La Sibérie brûle, le Brésil brûle, la Californie brûle, et il ne s'est pas contenté de lancer un appel. Il a agi aussi. Je rappelle que l'une de ses dernières initiatives, en 2007, quand il a quitté l'Élysée, a été d'organiser un sommet mondial des citoyens de la Terre pour essayer de faire créer une organisation mondiale de l'environnement. Et puis, il a fait inscrire dans notre Constitution la Charte de l'environnement qui fixe un certain nombre de droits des citoyens, le droit notamment à vivre dans un environnement durable, et le Conseil constitutionnel auquel j'appartiens aujourd'hui s'appuie sur cette charte de l'environnement pour bien vérifier que les droits et libertés des citoyens sont garantis et respectés. Oui, vos relations, vous deux, Jacques Chirac et vous, Alain Juppé, lorsque il va y avoir des manifestations, lorsque vous allez être en difficulté en tant que chef du gouvernement, vous dites « je souffrais » et lui, non, il était là, comme un roc. Il vous soutenait. Je souffrais, il l'a vu. Mais j'ai toujours pu m'appuyer sur lui et il m'a toujours incité à continuer. Il continuait à dire que j'étais le meilleur Premier ministre possible pour la France. Le meilleur d'entre nous, comme on dit. C'était sur le plan plus politique. Ça ne m'a pas beaucoup servi d'ailleurs parce que ça excitait évidemment les jalousies de beaucoup de mes camarades. Mais j'ai pu, je le répète, avoir son soutien constant, y compris dans les moments les plus difficiles, tout simplement parce que nous étions en harmonie. Ce que je faisais en tant que Premier ministre, je savais que ça avait son soutien profond et son adhésion profonde. Alors quand vous allez être mis en cause par la justice, alors que vous n'aviez bénéficié de rien à titre personnel, vous allez affronter cette épreuve. Vous dites « je n'ai pas fait de dépression », mais Jacques Chirac vous a toujours soutenu. Oui, j'ai eu la chance d'avoir deux soutiens. Ma femme d'abord, et la famille, ça compte, et puis le soutien politique de Jacques Chirac. Quand je suis parti au
Canada, au Québec, on a gardé le contact malgré le décalage horaire. Et chaque fois que je venais à Paris, j'avais porte ouverte dans son bureau à l'Élysée pour discuter avec lui, faire le point. Et chaque fois, il prenait des nouvelles de ma famille, il m'encourageait, il me soutenait. Son soutien moral a été très important à cette époque-là. Soutien politique, évidemment. Lorsqu'il y a l'affaire de la Yougoslavie, lorsqu'il y a les mises en cause de la France sur le Rwanda, que vous dites encore dans ce livre absolument scandaleuse, Jacques Chirac est avec vous ? Oui, je crois aussi que ces prises de position sur la scène internationale restent aujourd'hui très fortes. Je voudrais évoquer un autre événement qui est la guerre contre l'Irak, où il a pris position très clairement contre l'initiative américaine. Et ça n'était pas évident, parce que nous avons subi à ce moment-là des pressions très très fortes, et il a été très courageux parce qu'il croyait que le multilatéralisme, comme on dit, c'est-à-dire la recherche de solutions par la négociation plutôt que par la force, était un axe fort de sa pensée politique aussi. Oui, au-delà de ça, pas un papier à cigarette entre vous ? Qu'est-ce qui explique cette proximité entre vous deux ? On a pu avoir des divergences, bien sûr. Je pense notamment à l'attitude vis-à-vis de la Turquie. Moi, je pensais qu'elle n'avait pas sa place dans l'Union européenne. Il était d'un avis contraire. On ne refait pas l'histoire. Je ne sais pas si les choses auraient évolué différemment s'il avait fait prévaloir son point de vue. Donc on a eu parfois des différences, mais sur le fond, c'est vrai qu'il y avait entre nous une complicité, au bon sens du terme, très forte. Ouais. Lorsque des jeunes vous interrogent sur Jacques Chirac, l'un d'entre eux vous dit « c'est mon héros ». Oui, ça m'a beaucoup surpris, parce que l'émotion qu'a suscité sa mort a été extrêmement profonde, en France, mais aussi à travers la planète entière. Et un jour, je crois que c'était même le jour de ses obsèques, je rencontre ce jeune qui est presque au bord des larmes, et je lui dis « mais quel âge avez-vous » Il me dit 17 ans. Et je lui dis donc, vous n'avez jamais connu Chirac au pouvoir quand vous étiez adulte. Et je lui dis, qu'est-ce que c'est Chirac pour vous ? Il me fait cette réponse qui s'est gravée un peu dans ma mémoire. Pour moi, Chirac, c'est la France. C'était beau. Ouais. Et c'est là qu'on voit l'évolution de Chirac, parce que le Chirac que j'ai connu en 76, chef de guerre, chef de parti, à la conquête du pouvoir, dans la bataille contre la coalition socialo-communiste, c'était un peu l'image qui lui a collé à la peau et dont il a du mal à se défaire de facho Chirac. Et puis après, Chirac à l'Élysée, Chirac président, premier mandat, deuxième mandat, c'est un homme qui prend de la hauteur, qui affirme ses qualités d'humaniste, de profond respect pour la dignité de la personne humaine, et qui est capable aussi de s'intéresser aux plus modestes. Ça aussi, c'est un des points sur lesquels je voudrais insister. Tous les handicapés de France savent le rôle qu'il a joué pour faire voter de grandes lois qui ont amélioré leur situation. Chirac, c'est aussi le plan cancer. Chirac, c'est le plan sécurité routière qui a permis de faire baisser considérablement la mortalité routière. Et puis à Paris, j'évoque ce souvenir aussi, on l'a un peu oublié, c'est le SAMU social. Cette institution qu'il a créée pour aller à la rencontre des gens dans la rue, pour essayer de leur offrir des solutions. Il a fait ça avec Xavier Emmanuelli, dont je dis que c'était une sorte de saint laïque, et qui était dans mon gouvernement secrétaire d'État chargé de l'action humanitaire. Oui, mais également au plan politique, parfois, c'est un homme et évidemment, vous parlez de la dissolution ratée, et finalement, vous portez tous dans cette affaire la responsabilité à ses côtés de ce choix. Personne, parce que personne n'avoue aujourd'hui être à l'origine de cette idée. Enfin, on ne va pas refaire l'histoire. Je dis dans mon livre que ce n'était pas la bonne dissolution. La vraie bonne dissolution, c'était 95, quand il est élu, où il aurait dû se construire, si je puis dire, une majorité parlementaire à sa mesure, comme Mitterrand l'a fait à plusieurs reprises, ou comme aujourd'hui le quinquennat permet de le faire. Il n'a pas voulu le faire parce qu'il avait promis aux parlementaires de ne pas dissoudre s'il était élu. Il a tenu cette promesse, vous voyez. Et donc dissolution en 97, à un moment où les Français n'ont pas compris quel était l'objectif. Et concernant Nicolas Sarkozy, vous dites il lui donne le pied à l'étrier tout en s'en méfiant. Mais finalement, il permet à ce que Nicolas Sarkozy fasse le parcours qu'il va faire. C'est un peu aussi une des caractéristiques de Chirac. D'abord, il aime bien avoir plusieurs fers au feu. Et c'est la preuve que c'est un bon politique, ou un grand politique, bien sûr. Même s'il avait avec moi cette relation singulière, comme je le dis, il était entouré de beaucoup d'autres leaders. Et il avait ce
don de détecter les talents en politique et de faire émerger des jeunes hommes ou des jeunes femmes promis à un bel avenir, dont Nicolas Sarkozy. Et puis, c'était un homme qui n'aimait pas non plus la confrontation personnelle, comme ça. Je me suis même demandé s'il n'avait pas un peu peur des colères de Philippe Séguin. Oui. Colères légendaires. C'est vrai. Et il le dit d'ailleurs dans ses mémoires, c'est pour ça qu'il ne l'a pas appelé à Matignon, parce qu'il avait peur qu'il lui pourrisse la vie par des scènes fréquentes, alors qu'avec moi, il savait que ça se passerait calmement. Et vis-à-vis de Sarkozy, c'est un peu la même chose. Oui. À un moment, il dit moi, avec moi, jamais Sarkozy, voilà. Puis à la fin, on le retrouve, il y est. Oui. Donc, voilà. Ça, c'est un peu le paradoxe de Chirac. Oui, quand vous rencontrez vous-même Sarkozy et vous lui dites on est un peu deux losers, vous racontez cette anecdote. Oui, ça, c'était, c'est plus au début des années 2000, si je me souviens bien. Sarkozy venait de perdre les élections européennes, où il avait fait un très mauvais score. Moi-même, j'avais perdu les élections législatives. Et Sarkozy, dans un déjeuner à Bordeaux, me dit « Mais on va faire un binôme ». À l'époque, c'était moi 1, lui 2. Enfin, après, ça a changé. Pour essayer de reconquérir le terrain et le pouvoir. Et je lui dis « Mais n'as-tu pas peur que nous apparaissions comme des losers ?» Pardon, je n'aime pas beaucoup utiliser les mots franglais, disons comme des perdants. Alors, il s'est failli s'étrangler parce que dans son esprit, il ne pouvait pas imaginer qu'il puisse être un perdant. C'est peut-être ça qui a fait sa force, d'ailleurs. Oui, vous évoquez Claude Chirac, admirable auprès de son père. Oui, qui a eu beaucoup d'influence sur son père, alors qu'il était à l'Élysée. Tout le monde sait le rôle qu'elle jouait dans sa communication, et puis aussi dans les dernières années de sa vie, où elle a été d'un dévouement absolument admirable. Oui, lui, quand à la fin de sa vie, on lui dit « Pour qui allez-vous voter ?» Il dit « Je soutiendrai François Hollande, sauf si Juppé se présente. » Vous êtes en Corrèze, c'était Hollande. Vous êtes toujours là pour lui. Oui, vous êtes incontournable. Il aurait souhaité, je le dis, que je sois candidat à l'élection présidentielle en 2007. Pour moi, les conditions n'étaient absolument pas réunies. Et ensuite, quand je me suis lancé à la primaire de 2016-2017, il m'a soutenu, bien sûr. Il s'exprimait peu parce qu'il ne voulait pas gêner le président de la République au pouvoir. Ça, c'est à mettre à son crédit aussi. Mais enfin, on connaissait son désir, pas caché, mais discrètement exprimé. Oui, il voulait même que vous soyez à nouveau Premier ministre pour son deuxième mandat de président. Et vous avez dit non, et vous avez organisé les choses pour mettre Jean-Pierre Raffarin. C'était en 2002. Mon procès n'avait pas encore eu lieu, donc je ne voulais pas le mettre ensuite en difficulté à ce moment-là. Et je lui ai dit non, je ne suis pas en mesure de. Donc c'est pour vous dire qu'il n'avait jamais abandonné cette idée que j'étais le meilleur Premier ministre possible, et peut-être que j'aurais été un bon président de la République. Oui. Et vous dites aussi quand même de Jacques Chirac, à un moment, vous dites, c'est un monstre politique à sang froid. C'est qu'au fond, quand même, c'est un monstre politique. Bien sûr, 50 ans de vie politique, des combats. Je le dis, au début, Facho Chirac, c'est pas un enfant de cœur, si je puis dire. Il sait se battre, il sait donner des coups. Il en reçoit beaucoup, mais il en donne aussi. Puis après, le temps passant, il conquiert une autre forme de sérénité et de hauteur de vue. Oui. C'est la conclusion est magnifique de votre livre, Alain Juppé. Vous dites, vous me manquez. C'est cette lettre que vous lui adressez. Au fond, il vous manque, il nous manque. Quelqu'un comme Jacques Chirac. Sur le plan personnel, parce que c'était une amitié qui m'a beaucoup soutenu dans la vie, mais aussi sur le plan politique, je pense, ou sur un certain nombre de sujets que j'ai évoqués, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, la lutte pour une autre planète, une autre forme de croissance, la lutte aussi pour le multilatéralisme, ce mot un peu compliqué, qui veut dire tout simplement qu'on préfère la paix à la guerre sur la scène mondiale. Je pense que dans tous ces sujets-là, il aurait aujourd'hui une parole forte qui pourrait être utile. Et dans sa façon de faire de la politique et dans sa relation avec les Français, il manque aussi ça. Cette empathie était profonde, on l'a vu au moment de l'émotion qu'a suscité sa disparition. C'était le résultat d'une série de petites touches, la façon dont il parlait aux gens, dont il serrait les mains, dont il les regardait. Il m'accusait de ne pas regarder les gens quand je serrais les mains. Je l'ai pris en flagrant délit, lui aussi, de regarder le suivant quand il faisait ses allées dans les rues commerçantes. Voilà, mais enfin, on sentait qu'il y avait cette empathie profonde. Il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Chaque fois que je vais en Afrique, ou que j'allais en Afrique, la popularité de Jacques Chirac était absolument incroyable. Pourquoi ? Parce que je l'ai dit dans mon livre, les Africains sentaient qu'ils les aimaient, et que c'était pas quelque chose d'artificiel et de construit. Ils les aimaient, en retour, ils l'aimaient. Oui. D'ailleurs, vous avez parcouru l'Afrique au début,
dans votre relation avec lui. J'étais souvent en Afrique en tant que responsable du mouvement, en tant que ministre des Affaires étrangères. J'ai même dit, en forme de boutade, que si j'avais été candidat aux élections présidentielles en Afrique, j'aurais été élu dans plusieurs pays. Merci Alain Juppé. Merci à vous. J'ai presque envie de dire, ça fait du bien de parler de lui. Oui, ça vous fait du bien. Oui, ça. Écoutez, c'était un peu une autre époque qui avait ses problèmes aussi. On ne va pas idéaliser les choses. Oui. J'ai essayé dans ce livre de ne dire de mal de personne, ce qui me distingue par rapport à d'autres livres. Et pas du mal de Chirac. Alors il avait des défauts, bien sûr, on peut lui faire des reproches, mais je laisse à ceux qui ne l'aimaient pas le soin de lui faire des reproches. Moi, comme je l'aimais bien, comme je l'aimais, eh bien je lui fais des compliments. Et je dis tout ce qu'il m'a apporté, tout ce qu'il a apporté à la France. Vous lui dites un peu merci, au fond. Oui, parce que je lui dois beaucoup. En charge de revanche, je pense aussi. Merci Alain Juppé. Livre très émouvant. Mon Chirac, une amitié singulière, publié chez Talendier. Merci beaucoup Alain Juppé d'avoir été notre invité.